en plein centre de Paris, rue Maître Albert. Ils nous ont dit, voilà, on souhaite, pour les personnes démunies de ressources suffisantes qui n'ont pas les moyens d'aller chez des vétérinaires, de faire soigner leurs animaux. Est-ce que vous voulez reprendre ce centre de soins? Moi, j'ai toujours dit oui. Donc, c'est pas compliqué. On me dit, tu veux faire tel travail? On apprenait, c'était toutes des races en voie de disparition en France. Mais maintenant qu'ils sont tout en renouvellement, on peut voir pourquoi après. Et donc, je me suis dit, non, non, moi, je veux de la tarentaise. Il y avait un, et à la DGPA à l'époque, tout le monde me traitait de fou, qui n'y comprenait rien. Et il y a un vétérinaire qui s'appelle Dr Fauril, je peux le dire, qui est à la retraite maintenant, qui m'a dit, tu as raison, la tarentaise, il n'y a que ça, c'est une excellente vache, fonce. Les autres n'ont rien compris. Ah bon? Et donc, je suis allé voir en savoir ce que c'était que sa tarentaise, j'ai vu que c'était une vache qui donnait du lait, qui faisait du fromage, etc., etc. On a acheté 30 vaches. Je peux vous dire qu'à l'époque, j'ai fait une arnaque parce que le cahier des charges de la République tunisienne était tellement exigeant que les Français ne voulaient pas vendre leurs meilleures vaches. Et donc, j'ai acheté de manière détournée et d'un petit peu... pas les meilleures. Puis, je me suis aperçu, quand elles sont arrivées en Tunisie, j'ai départagé avec un de mes amis qui est agriculteur amateur, dont les grands-parents faisaient de la tarentaise. J'avais au début 15 vaches, je me suis dit, mais bon sang, et je mettais des veaux, je voulais faire de l'élevage allaitant. Et le veau tétait, mais il restait du lait. Et vas-y, mets un deuxième veau. Je me dis, c'est pas possible quand même. Voilà, ces vaches, tout le monde me dit qu'elles ne donnent pas de lait, en fait, elles donnent du lait. Et donc, je suis rentré dans l'agriculture, enfin, dans l'élevage laitier. Maintenant, j'ai un élevage de 60 mères, il y a à peu près 180 animaux sur la ferme. Voilà, les vaches. Et donc, ça a commencé comme ça. Et un jour, j'avais besoin de son. Nochal, si Sadel, l'évêque qui m'a, comme le Premier ministre m'a dit un jour, si Sadel, il a dit si Sigal, si Sadel, qui était un pagaille pour l'agriculture tunisienne, on m'a dit il faut aller chercher. Ils m'ont dit il faut du son. J'ai dit bon, très bien. Et puis ils m'ont dit, pour avoir le son, il faut que tu nous amènes un papier comme quoi tu es agriculteur. Ah bon? Oui, je paye mes impôts. Il m'a dit, non, il faut... Ah oui, pendant ce temps-là, quand même, j'avais fait une clinique, bon, je vous dis, je n'arrêtais pas de faire de la médecine vétérinaire parce qu'il y avait une amie qui m'a dit, écoute, toi, tu as fait beaucoup de choses en France comme vétérinaire, viens travailler avec moi. Et donc, on a ouvert une clinique vétérinaire, enfin, un cabinet à l'époque vétérinaire à Vincennes, c'était Aïda Mestil, qui est hélas parti trop tôt. Et donc, je suis allé voir ce monsieur de l'UTAP de Benarous, parce que je suis éleveur à Benarous. Il m'est arrivé, j'avais besoin de 3 tonnes de son. Ah, il m'a dit non, il faut 1 tonne de son seulement. Je peux te donner qu'1 tonne de son. Non, je dis j'ai besoin de 3 tonnes, parce que je faisais ma propre alimentation, parce que j'ai été conseillé par un zootechnicien qui est de grand talent, qui s'appelle le professeur Chef de Kelouli, qui est prof à l'INAT, et qui m'a fait gagner ma vie jusqu'à aujourd'hui parce que je suis le premier utilisateur de sous-produits de l'industrie agroalimentaire dans la composition de l'alimentation du bétail, puisque l'alimentation, comme vous le savez, représente 70% de la production d'un kilo de blé ou d'un kilo de viande. Et en attendant qu'il fallait diminuer ce prix, moi de 70%, je suis passé à 45% en utilisant des brèches de brasserie, de la pulpe de tomate, tout ce qui se ramasse, des biscuits, des déchets de biscuits, etc., etc. Et je suis allé voir ce type de l'UTAP qui m'a dit non, je ne te donne qu'1 tonne. J'ai dit non, j'ai besoin de 3 tonnes. Il m'a dit non, mais je lui ai dit mais comment je fais pour les 2 autres tonnes? Il m'a dit tu donnes du concentré. Mais je lui ai dit je ne veux pas acheter de concentré parce que c'est trop cher et sinon je ne vais pas gagner de ma vie. Et puis il m'a dit tu achètes du concentré. Il a commencé à m'énerver, j'étais assez insolent à l'époque. Et il me dit, je lui dis mais m'acheter du concentré ça coûte cher. Je lui dis vous connaissez l'histoire de France? Il me dit non. Je lui dis il y avait un roi qui s'appelait Louis XVI. Il y a eu une révolution française, le peuple de Paris avait faim, je l'ai fait courte. Et quand le peuple de Paris a crié qu'il avait faim, paraît-il, Marie-Antoinette, qui était la femme de Louis XVI, lui dit mais qu'il mange de la brioche. Et je lui ai dit, voilà, et le type il m'a regardé avec les yeux comme ça, parce qu'il ne me comprenait pas très bien. En plus, j'avais traduit en arabe toute l'histoire, cette petite partie d'histoire de France. Et il me dit, comme ça, il dit, vous savez ce qui est arrivé à Louis XVI? Ils m'ont coupé la tête. Je suis sorti de là, de ce bureau, j'étais furieux, je suis allé à l'UTAP à Tunis. J'avais jamais foutu mes pieds à l'UTAP. Hein.
Et j'arrive à l'UTAP et je tombe en bas dans un bureau, un monsieur qui s'appelle Azdin Natmos, qui était vice-président de l'UTAP à l'époque, qui était un monsieur très gentil, qui par chance lui-même éleveur de tarentaise depuis l'époque de ses parents. Je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit, viens, il m'a aidé, il m'a dit, viens, il faut absolument que tu rentres à l'UTAP. Ah bon? J'ai dit, d'accord. J'ai dit toujours oui. Et vas-y, je rentre à l'UTAP. Je suis rentré à la Fédération des éleveurs bovins. Et on m'a dit, il faut que tu sois secrétaire général de la Fédération des éleveurs bovins. Là, je leur ai dit non, je n'ai pas les capacités. Moi, je suis encore nouveau, je veux comprendre un peu comment marche cette histoire, etc., etc. Et puis après ça, finalement, je me suis pris par passion du syndicalisme agricole et de la politique agricole, qui était en fait l'origine même de ce que je voulais faire depuis que j'étais gamin. C'est pour ça que j'ai été vétérinaire. Et donc là-dessus, j'ai commencé à réfléchir effectivement sur toute cette structure de l'agriculture tunisienne, en apercevant qu'effectivement on était dans une impasse, que les gens faisaient des conneries parce que les technocrates, qu'ils soient vétérinaires ou agronomes, etc., une fois qu'on leur donnait une voiture et 4 rideaux, ils oubliaient la profession, ils oubliaient le terrain, et ils faisaient tout autre chose que de la bonne politique agricole. Et moi, je me suis dit, vraiment, il faut sauver l'agriculture de ce pays, en tout cas l'élevage. Je me sentais investi d'une grande mission. Et donc, je n'ai pas arrêté de me développer là-dessus. Et un jour, on m'a dit, voilà, est-ce que tu ne veux pas devenir député, machin, vital? J'ai demandé à mes amis, donc oui, tu vas faire avancer la politique agricole, tu vas avoir ton mot à dire, etc., etc. J'ai une expérience là-dedans, qui a valu ce qui a valu, en tout cas, qui m'a valu de toujours dire ce que j'avais à dire, en tout cas, pour faire avancer l'agriculture tunisienne et protéger cette agriculture familiale dont je suis un fervent défenseur, parce que je considère que c'est la colonne vertébrale de notre agriculture. Voilà, donc après ça, de cette entreprise de vaches, je peux vous dire qu'on a continué parce qu'on a ma femme qui avait fait les beaux-arts, qui n'y connaissait absolument rien à l'agriculture, qui était parisienne, qui n'avait jamais vu une vache de sa vie, finalement elle est devenue, c'est elle qui fait véler toutes les vaches, c'est elle qui discute avec les vétérinaires, elle en connaît plus que moi en pathologie bovine aujourd'hui. Moi je suis incapable de faire un vélage dystocique, elle les fait tous, pas encore de césarienne. Mais les vélages dystociques, elle les fait. Et ça marche très bien. Puis un beau jour, elle me dit, voilà, c'est peut-être possible, il faut qu'on diminue le nombre de vaches parce que ça devient trop de travail, etc. Machin. Et donc elle m'a dit, il faut qu'on augmente la prima nota, il faut qu'on la valeur ajoutée du produit. Et donc on va passer et on va faire des fromages. Et donc elle s'est transformée en fromagère. Effectivement, nous avons lancé depuis quelques temps des fromages. Et on est arrivé, voilà, jusqu'à... donc on a un nouveau produit, des produits. Maintenant, on a fait une boutique de vente de fromage sur la banlieue nord, et ça n'a pas arrêté. Moi, pendant ce temps-là, après ça, après la révolution tunisienne, il y a eu l'UTAP n'avançait pas comme dans le sens dans lequel j'aurais espéré vers une ouverture et moins de politique politicienne. On a créé avec un groupe d'amis d'agriculteurs un nouveau syndicat agricole qui s'appelle le SINAGRI, le syndicat des agriculteurs de Tunisie. Toujours pour défendre les agriculteurs et leurs intérêts. Mais pendant ce temps-là, j'ai continué à faire la médecine vétérinaire. Donc j'en suis un peu, pendant toute une période, j'avais plus le temps, donc je me suis retiré un peu. Mais depuis quelques années, je m'y suis remis, avec passion d'ailleurs. Je suis très content d'avoir retrouvé ce métier, les petits animaux, les propriétaires et tout le monde. Et voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, tout ça, ça a été des expériences extrêmement intéressantes. J'ai toujours travaillé en groupe, en équipe. Ce que j'ai amené, j'ai amené quand même quelques petites choses à la médecine vétérinaire en toute modestie en Tunisie. D'abord le cache-misère, comme l'a dit le professeur Benchida, qui est la lustrée, hein, pour ne pas faire de publicité. C'est-à-dire que je disais qu'il fallait pas rendre des animaux rouges et sanguinolents, et j'ai dit qu'il faut que, comme nous on aimait bien tout ce qui était brillant, faute d'un donc il fallait mettre une bonne couche d'alustré, j'appelais ça le cache-misère. Donc cette expression vient de moi, Nourdine Benchida me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Les premiers traitements de leishmaniose, parce qu'avant on euthanasiait tous les chiens pour la leishmaniose, et j'avais le professeur qui est parti à Lyon, le parasitologue Kileni, qui un jour j'ai téléphoné parce que j'en avais marre, je ne comprenais pas. J'avais lu un gros bouquin sur la leishmaniose parce que j'étais planté quand j'étais venu de Paris, que j'étais arrivé en Tunisie, j'avais vu certainement beaucoup de chiens leishmaniens devant moi, mais je n'avais jamais diagnostiqué de leishmaniose. Et un jour, j'ai eu très honte parce qu'il y a un client qui m'a appelé, qui m'a dit que vous êtes nul. Mon chien a la leishmaniose et vous le soignez pour autre chose. Et donc je suis plongé dans la leishmaniose, je me suis dit, je vais la traiter.
Et on s'est mis à la traiter, j'ai appelé Kylian, et effectivement, Kylian m'a dit oui, nous on pique parce que, pour différentes raisons, etc. etc. Et puis, on s'est mis à la traiter. Et bon, ça s'est bien passé pour certaines choses. L'autre chose, c'est la mésothérapie. La mésothérapie, avant, on n'en faisait pas en Tunisie, je dis, on ne faisait pas en France non plus. Quand j'étais au dispensaire à Paris, on voyait beaucoup de cas, je séchais sur des cas les coryzas, les otites bactériennes, les parasites postérieurs, puis la hernie discale, où je voyais que tout ça partait, qu'on n'arrivait pas à très mal les traiter. Et un jour, je suis tombé sur une revue vétérinaire, je crois que c'était sur Le Point vétérinaire, et j'ai vu qu'il y avait Pistor à l'époque, qui était le père de la mésothérapie française, qui n'avait pas été reçu par les médecins parce qu'il ne voulait pas entendre parler de mésothérapie, mais par contre qui était allé à Alfort et qui avait été reçu à Alfort et qui a pu mettre la mésothérapie. Et moi, quand j'ai ouvert cette revue, j'ai vu qu'il traitait toutes ces maladies sur lesquelles on avait beaucoup de mal à avancer. Et donc j'ai acheté des aiguilles, des produits, etc. J'ai commencé pic, et je me suis aperçu, je suis devenu un demi-dieu à Paris. Parce que tout le monde venait pour soigner la mésothérapie. Et c'est vrai que c'est ce qui avait fait l'essor du truc. Et la mésothérapie, en fait, qu'aujourd'hui, je vous la conseille, ça marche très bien. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le travail en groupe, c'est vrai que j'ai toujours travaillé avec un ou deux vétérinaires associés. Hein, c'est pas que maintenant, bon, il y a des jeunes, on s'associe. Il y en a un qui est là et qui vient de partir faire un stage en France. Il m'a dit je pars pas. Quand j'ai gagné ma vie, je lui ai dit écoute, pars, il faut toujours s'ouvrir. Dès qu'on te dit quelque chose, tu peux partir, tu peux t'ouvrir, il faut y aller. Voilà, donc un peu pour reprendre l'idée de notre consoeur tout à l'heure, moi j'ai toujours dit oui, j'ai toujours mis le pied à l'étrier. Il n'y a pas de hasard, et de la science j'ai appris que le hasard ne favorisait que les esprits qui y sont préparés. C'est-à-dire que pour capter le hasard, il fallait être préparé, c'est-à-dire qu'il fallait avoir larvé les bases et être ouvert à tout. Et foncer, on peut se tromper, on peut se casser la gueule, on peut prendre des baffes, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'avancer. Et je suis c'est ce que j'essaye même de faire passer souvent, parce que j'ai la chance de voir pas mal de jeunes vétos, de jeunes personnes différents. C'est d'abord de ne pas courir. Moi, je suis un peu choqué par ce qui se passe dans notre pays et par les mentalités. C'est que tous les vétos, tous les ingénieurs agronomes, parce que pour moi, c'est pareil, hein, les uns sont des scientifiques de la terre, l'autre de l'animal, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, je ne fais pas beaucoup de différence entre les uns et les autres. C'est arrêter de courir après l'administration. C'est une catastrophe. Ça va, les gens n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'aller se trouver un bureau, un stylo, et d'avoir le pouvoir au bout du tampon, ce qui est une grave erreur et qui ne sert pas à grand chose. Attendez, je sais pas, il y en a 14, on en a fait 14. Voilà les vaches, donc les parenthèses. Oui, alors, bon, j'ai quand même été, donc je suis devenu effectivement international expert, c'est pas moi, ça je vais vous dire, Hashmatni, enfin, elle m'a fait honte, la générale Madame qui est là, elle m'a mis des grands titres en anglais. Voilà, j'ai reçu Stéphane Le Foll, qui est toujours ministre de l'Agriculture, avec Xavier Belin, qui est président de la FNSEA, etc. Vous avez l'ensilage de tomates en bas. On a toujours, bon, mais je suis expert, parce que c'est vrai qu'avec tout le truc de politique agricole, j'étais appelé partout, mais là aussi je dis oui, parce que là c'était sur un truc de génétique où j'y connaissais rien, mais j'y suis allé. Et en fait, je me suis bien débrouillé, j'ai appris. Voilà, bon, ça c'est des articles, voilà, un agriculteur engagé, la politique agricole est aussi morcelée que notre sol. C'est vrai que je considère que la politique agricole tunisienne n'a pas de politique agricole. Enfin, moi j'ai beaucoup écrit là-dessus, c'est pas scientific publication d'ailleurs, voilà. Et puis ça c'est voilà, la politique, ça c'est les dernières fois, voilà. Et puis, c'est amusant parce que ça fait partie d'une BD, d'un livre de BD qui est d'une édition qui s'appelle Dargo, qui est Cortegiani. Et en fait, un beau jour, il y a un copain qui m'appelle, qui m'a dit, mais est-ce que tu as vu qu'il y a ton nom dans tel... c'est quand j'étais à Paris. Et en fait, effectivement, c'est un dinosaure qu'on trouve dans la salle de consultation d'un vétérinaire. Et ben voilà, la phrase, c'était surprenant et compliqué, je dois être le docteur Daoud pour soigner le fameux dinosaure qui était là. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai avancé. Donc, même en tant que petit vétérinaire à Paris, ben, j'avais fait mon trou dans cette histoire. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que j'aurais oublié? On dit maintenant, tout le monde, il faut lâcher prise pour être plus calme. Moi, je dis, il ne faut jamais lâcher prise. Je ne l'ai jamais prise.
dans les administrations tunisiennes, je me souviens un jour, il y avait un monsieur qui s'appelait Abdeljdil, pour certains qui le connaissent. Je les ai tellement emmerdés à la DGPR pour avoir mes papiers, et ils ont dit en arabe, et moi j'ai entendu, c'est-à-dire donnez-lui son papier et qu'il dégage. Et parce que je n'ai jamais lâché prise à partir du moment où j'étais conscient que je tenais quelque chose qui était pour le bien de ce que je voulais faire, pour le bien des autres. Je l'ai toujours fait. Et le métier de vétérinaire, moi ça a été, en tout cas pas le métier, la formation, ça a été vraiment une formation qui m'a ouvert sur beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en étant vétérinaire, on touche tellement de domaines, vous parliez du vivant, mais ça va même au-delà de ça, que ça ouvre plein de choses, qu'on peut faire n'importe quoi en étant vétérinaire. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'effectivement, le vétérinaire, on peut le trouver partout. Donc, voilà. Et j'ai eu souvent beaucoup de chance. Le regard, l'observation. Je suis quelqu'un qui regarde énormément. Quand j'étais d'ailleurs directeur technique dans cette industrie pharmaceutique, une fois j'étais allé dans l'unité de fabrication, dans le stock, et à chaque fois je disais, tiens, sors-moi cette boîte, il y avait un défaut. Bon, il y avait peut-être beaucoup de défauts partout. Mais c'était ça. Et quand à un moment, quand on voit les ouvriers dans l'agriculture qui sont tous là en train de regarder, quand on voit un qui regarde ça, c'est qu'on peut savoir que plus personne ne fout rien, et on peut être tranquille. Donc il faut être perspicace, il faut être ouvert, il faut regarder, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir être raisonnable de temps en temps. Voilà, et d'ailleurs, voilà, ce matin, comme j'ai repris mon travail à la clinique vétérinaire avec mon associé en stage en France, j'ai une jeune vétérinaire, et ce matin, pour venir ici, parce qu'au début j'ai failli dire non, parce que je ne voulais pas la lâcher, elle m'a dit c'est très très bien, il faut te lâcher, et de casser la figure pour pouvoir apprendre. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je dis, c'est que même le vétérinaire, même sur la manière dont on transmet le savoir en tant que vétérinaire, moi j'ai mon idée là-dessus, c'est qu'il faut tout apprendre. C'est-à-dire quand on a un stagiaire, beaucoup de mes confrères ne montrent pas, il faut toujours montrer à tout. Parce que je pense que mieux se portera la profession, meilleurs seront les vétérinaires, et meilleur sera le regard de notre univers sur le monde des vétérinaires, qui est un monde extrêmement compliqué, médiatisé, dans lequel on se prend beaucoup de coups, dans lequel on est beaucoup critiqué, que ce soit sur l'IAOA, que ce soit sur la santé humaine, que ce soit effectivement, vous disiez tout à l'heure, que nous sommes responsables en tant que vétérinaires de la santé humaine. Je considère qu'effectivement, nous sommes responsables en partie de la santé humaine. Voilà, je vous remercie.